L'Égypte ancienne est incontestablement l'une des civilisations les plus fascinantes et les plus brillantes de toute l'histoire de l'humanité. Les innombrables monuments construits par les Égyptiens tout au long de leur fleuve sacré, le Nil, sont à la fois splendides, colossaux et très instructifs. Ils constituent l'un des plus précieux héritages architecturaux transmis à travers les âges. Le but de ce top 5 sur les pharaons n'est pas de vous présenter toute l'histoire de l'Égypte antique, mais simplement de vous donner quelques grands repères et de vous en apprendre plus sur les figures marquantes de cette période. La civilisation égyptienne s'étend sur presque 3000 ans, pendant lesquels se succèdent pas moins de 30 dynasties. Entre la première dynastie, qui débute en -3000, et la fin de la 30e dynastie qui s'achève en -30, lorsque les Romains conquièrent le pays par la force. Mais cette civilisation égyptienne n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est aussi l'héritière des peuples du Néolithique, qui développèrent une culture, une religion et des traditions funéraires. Pendant presque toute la préhistoire, le nord du continent africain est couvert d'une immense savane qui s'étendait de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Les humains peuplant cette savane étaient des nomades vivant de la chasse et de la cueillette. Mais vers 6000 avant Jésus-Christ, un changement climatique brutal provoque l'assèchement de la savane qui est progressivement transformée en un immense désert, le Sahara. Les populations de nomades qui vivaient aux abords du Nil se sédentarisent le long de ce fleuve puissant dont les crues régulières fertilisent le sol. Ils y développent l'agriculture, l'élevage, mais aussi une culture commune attestée par les pratiques funéraires. Dès cette époque, on constate que les morts sont enterrés avec beaucoup de soin et dans une direction bien précise. Vers -4000 apparaissent les premiers royaumes dans la moitié sud de l'Égypte actuelle, autour de 3 grands centres, Abydos, Nagada et Hierakonpolis. Et vers -3200, c'est la fusion de ces 3 centres en un seul royaume, sans que l'on sache quelle ville a pris le dessus sur les 2 autres. C'est aussi l'apparition des premières tombes royales. L'histoire de l'Égypte pharaonique débute en 3000 avant Jésus-Christ avec la première dynastie, appelée dynastie Tinnite, du nom de la nouvelle capitale Tis. Dernière précision avant mon top 5, nos connaissances sur les nombreux pharaons de l'Égypte antique ne sont pas égales. On ignore tout de certains, y compris leur nom, alors qu'on dispose de beaucoup d'informations sur d'autres. Dans mon top 5, je n'ai pas sélectionné les pharaons les plus célèbres, mais quelques-uns des pharaons les plus brillants, les plus importants parmi ceux qu'on connaît le mieux. Par exemple, Khéops, qui a fait bâtir la Grande Pyramide, la seule des 7 merveilles du monde à être encore debout, ne fait pas partie de mon top 5 car on ne sait pratiquement rien de son règne. Et c'est parti pour le top numéro 5. Djoser est le premier pharaon de la 3e dynastie. Avec lui débute l'Ancien Empire car il est le premier à régner sur toute l'Égypte, c'est-à-dire la Basse-Égypte au nord et la Haute-Égypte au sud. Pourquoi est-ce que la Basse-Égypte est au nord et la Haute-Égypte est au sud? C'est par rapport au Nil qui est le seul fleuve du monde à couler du sud au nord. Il choisit Memphis pour nouvelle capitale de son empire et la ville devient rapidement l'une des plus grandes cités du royaume et elle sera l'une des grandes capitales de l'Égypte pharaonique avec Thèbes, l'actuel Luxor. Djoser instaure un nouveau rite qui connaît une extraordinaire postérité, puisqu'il associe le roi au culte solaire du dieu Ré ou Ra, et sans la moindre exception, tous les pharaons qui vont lui succéder suivront son exemple. C'est aussi un roi conquérant qui enchaîne les victoires et étend son empire vers le sud en Nubie et vers l'est dans le désert du Sinaï. Mais Djoser est surtout célèbre pour avoir été le premier pharaon à se faire construire une pyramide. Il s'agit de la pyramide à degrés de Saqqara, un tombeau monumental de 60 mètres de haut, 500 mètres de long et 300 mètres de large. La pyramide est la pièce maîtresse d'un immense complexe funéraire de 5 hectares comportant de nombreux bâtiments, des temples, et entouré d'un mur de pierre de 10 mètres de haut accessible uniquement par une seule entrée. La pyramide à degrés, c'est la symbolique des marches d'un escalier permettant au roi défunt de monter au ciel et d'atteindre l'au-delà. C'est aussi la métaphore d'une colline. Or, pour les Égyptiens, le monde a été créé par le dieu Atum alors qu'il se trouvait au sommet d'une colline. La pyramide permet donc au pharaon de rejoindre son créateur. Bien sûr, la construction de ce colosse de 60 mètres de haut et de cet immense complexe funéraire implique des travaux longs et fastidieux. Seul un roi puissant à la tête d'un État bien structuré, maîtrisant l'écriture et percevant efficacement les impôts, pouvait obtenir de tels résultats. Alors oui, les Égyptiens ont utilisé des prisonniers de guerre et des esclaves pour construire les pyramides et les temples. Mais ils disposent aussi d'une main-d'œuvre d'ouvriers qualifiés qui bénéficient d'avantages et de conditions de travail privilégiées pour l'époque. Des médecins étaient présents pour soigner les blessés, ils mangeaient de la viande tous les jours, ce qui était un luxe considérable à l'époque, et ils buvaient la meilleure bière du pays, car la boisson nationale des Égyptiens à l'époque, c'était la bière.
Selon leurs compétences, les ouvriers étaient répartis dans 3 groupes de travail différents. Le premier groupe était chargé d'extraire et de tailler la pierre. Le deuxième groupe transportait les pierres jusqu'au site de construction. C'est là qu'étaient utilisés la plupart des prisonniers de guerre et des esclaves. Et le troisième groupe était chargé d'ériger le monument. Les groupes étaient dirigés par des chefs d'équipe et tout le monde obéissait à l'architecte, le maître d'œuvre qui avait l'entière responsabilité de l'achèvement du chantier. Pour ce qui est du complexe funéraire et de la pyramide de Saqqara, où fut enterré Djoser à sa mort, l'architecte est bien connu, il s'agit d'Imhotep. Imhotep à vous. Imhotep donc, le grand prêtre d'Héliopolis, le principal temple de Ré. Et oui, quand on entend Imhotep, beaucoup d'entre vous vont penser à ce film, mais personnellement, quand j'entends Grand prêtre Imhotep, je pense plutôt à celui-ci, un grand classique de 1999 que je vous recommande de voir si vous l'avez jamais vu. Snéfrou est le premier pharaon de la 4e dynastie. Son nom signifie « il m'a perfectionné », mais moi je l'ai plutôt surnommé le perfectionniste, parce qu'en matière de construction, le gars était assez pointueux, comme vous allez le voir. Il rétablit un pouvoir politique fort et centralisé, et mène des campagnes militaires victorieuses en Libye et en Nubie qui sont connues grâce à la pierre de Palerme. Les chiffres de ces expéditions sont impressionnants. De Libye, il revient avec 11 000 prisonniers et 13 000 têtes de bétail. Et de Nubie, il revient avec 8 000 prisonniers et 213 000 têtes de bétail, ainsi qu'un butin en or et en ivoire considérable. Il dispose d'immenses quantités de ressources, ce qui lui permet de financer la construction d'un nouveau tombeau monumental. Mais Snéfrou est très pointueux et perfectionniste à ce sujet-là. Il ne veut pas être enterré n'importe où et n'importe comment. Il ne se fait pas construire une, ni deux, mais 3 pyramides. Et pas des petits modèles en plus. La première est la pyramide de Meidoum, qui fait 93 mètres de haut et 147 mètres de long. Mais une fois terminée, il refuse d'y être inhumé. Et voilà, c'est terminé. Non, ça ne convient pas. Ce n'est pas moi. Et puis, la pyramide à degrés, c'est dépassé. Je veux quelque chose de grandiose, de moderne, comme moi. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'en fout, laissez ça là. Et construisez une autre ailleurs, loin de ça. Des milliers de pierres assemblées, des années de construction pour rien. La seconde pyramide est la pyramide rhomboïdale de Dachour. 105 mètres de haut, 190 mètres de long. Et voici votre grandeur. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas du tout ce que j'ai commandé! C'est grandiose, c'est novateur, et puis c'est moderne, comme vous vouliez. Justement, c'est beaucoup trop moderne. Pour moi, ce n'est pas moi. C'est bizarre et ça ressemble à rien. Justement, c'est parfait pour vous. Qu'as-tu dit? Rien, votre grandeur. Et est-ce que c'est solide au moins? À ce sujet, il semblerait que le monument soit un peu plus lourd qu'on ne le pensait, et le sol un peu plus fragile qu'on ne l'imaginait aussi. Vous vous foutez de moi? J'ai payé une fortune pour cette merde informe qui peut me tomber sur la gueule à tout moment? C'est-à-dire que... Ça suffit, on recommence tout, et c'est votre dernière chance. Je n'ai pas l'éternuer devant moi. Du moins, pas encore. Oh, mais quel emmerdeur. La troisième pyramide sera la bonne. Il s'agit de la pyramide rouge de Dachour. 109 mètres de haut, 220 mètres de large, des pierres en calcaire rouge qui lui donnent une teinte unique, et accrochez-vous, le tout construit en 11 ans seulement, une prouesse exceptionnelle. Et voici votre grandeur. Là oui, là c'est moi. Ré soit loué. Qu'on le couvre d'or. Avec le règne de Snéfrou, le culte solaire gagne en importance. Jusqu'ici, les tombes étaient orientées vers le nord par rapport aux étoiles immortelles des Égyptiens. Mais à partir du règne de Snéfrou, elles sont orientées d'est en ouest pour suivre la course du soleil. C'est le cas par exemple des pyramides de Gizeh. On enchaîne avec le numéro 3. À la mort du pharaon Thoutmôsis II, son fils Thoutmôsis III est couronné roi, mais étant trop jeune pour régner, c'est sa tante Hatshepsut qui assure la régence. Depuis plusieurs siècles, les femmes de la famille royale sont devenues des personnages importants. Faire des enfants pour assurer la continuité de la lignée est toujours leur devoir principal, mais elles ont aussi de plus en plus des responsabilités dans les domaines de la politique, de l'économie et de la religion. Héritière d'une lignée de femmes fortes, Hatshepsut est une femme exceptionnelle à bien des égards. Elle décide d'écarter du trône son neveu et de se faire sacrer roi à sa place. Elle devient ainsi le 5e pharaon de la 18e dynastie sous le nom de Maat Kare.
Ce coup d'État est justifié par la souveraine elle-même dans une longue inscription du magnifique temple de Der el-Behari qu'elle fait bâtir pendant son règne. Hatshepsut nous indique qu'elle était destinée à régner sur l'Égypte depuis toujours car elle serait la fille du dieu Amon. Ce récit mythologique permet de justifier sa prise de pouvoir contre nature parce que pour les Égyptiens, le pharaon devait être un homme. Hatshepsut n'est ni la première femme ni la dernière à se faire sacrer pharaon, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire de l'Égypte pharaonique et son règne est assez exceptionnel. Voilà pourquoi elle est dans ce top 5 et pas une autre. Hatshepsut refuse de se marier tout au long de son règne qui dure plus de 20 ans pour conserver son titre de pharaon. Mais elle réussit à faire en sorte que sa fille, Néferuré, assume le rôle d'épouse du dieu occupé traditionnellement par la reine. Sa fille reçoit d'ailleurs la meilleure éducation possible. Hatshepsut en fait une femme forte et indépendante comme elle car elle veut qu'elle lui succède après sa mort. Ce qui n'arrivera pas car Néferuré meurt avant sa mère. Contrairement à ses prédécesseurs et à ses successeurs, Hatshepsut est très pacifique. Son règne est marqué par une période de paix intérieure et de paix extérieure. Elle a su s'entourer d'hommes très compétents qui l'ont parfaitement secondée dans sa tâche. Elle fait construire un temple monumental en son honneur et celui de son père, dans la montagne sacrée d'Hathor. Ce temple comporte 3 immenses terrasses, 3 chapelles honorant des dieux, un sanctuaire dédié à Amon, une allée de 120 sphinx et 24 statues monumentales représentant Hatshepsut en Osiris. Dans les sculptures à son effigie, on assiste à une transformation progressive. D'abord représentée sous les traits d'une femme, elle est ensuite représentée en femme avec les attributs d'un homme, puis à la fin de son règne, elle est représentée en homme. Elle meurt après 22 ans de règne et elle se fait enterrer non pas dans la vallée des reines, mais dans la vallée des rois, comme les pharaons de son époque. Après son règne, les rois font preuve d'une grande méfiance à l'égard des femmes de la famille royale, à tel point qu'ils choisissent désormais leurs épouses hors des familles puissantes de la cour. Elle fait aussi l'objet de ce qu'on appelle une damnatio memoriae. Certains ont essayé de détruire toute trace de son règne en effaçant les inscriptions portant son nom ou en détruisant les statues à son effigie. Mais ils ont salopé le travail car on sait énormément de choses sur Hatshepsut. Sa momie ne fut pas retrouvée dans son tombeau mais dans celui de sa nourrice Satré. Elle gisait à même le sol. Des analyses récentes ont permis de révéler qu'elle souffrait de diabète, d'obésité et qu'elle était sans doute morte des suites d'un cancer des os métastasé ou d'un abcès dentaire mal soigné. En effet, les produits sucrés, les pâtisseries, le sucre, le miel coûtaient tellement cher à l'époque qu'ils étaient réservés à la famille royale ou aux nobles. Et la plupart des momies qu'on a analysées avaient effectivement les dents pourries par le sucre. On ne sait pas exactement pourquoi on a retrouvé sa momie dans le tombeau de sa nourrice, mais c'est probablement des proches d'Hatshepsut qui ont voulu protéger son corps au moment de la damnatio memoriae, et pour protéger sa momie de la destruction, ils l'ont cachée dans le tombeau de quelqu'un qui comptait beaucoup pour elle, sa nourrice Satré. Mais ils ont dû faire ça dans la précipitation, et c'est sans doute pour cela que la momie reposait à même le sol. Après, c'est qu'une théorie. Numéro 2. Après la mort de son père Aménophis III, il devient roi sous le nom d'Aménophis IV, devenant ainsi le 10e pharaon de la 18e dynastie. Mais après 5 ans de règne, il change de nom, abandonnant celui d'Aménophis pour adopter celui d'Akhenaton. Il est à l'origine de la plus grande révolution religieuse de toute l'histoire de l'Égypte pharaonique. En effet, il instaure une nouvelle religion dans laquelle seul un dieu est vénéré, Aton, et le culte de tous les autres dieux égyptiens est interdit. C'est donc la première religion monothéiste de l'histoire de l'humanité. Pour honorer le dieu Aton et couper avec les anciennes traditions, Akhenaton fait construire une nouvelle capitale entre Memphis et Thèbes qu'il baptise Akhetaton, l'horizon d'Aton. La ville était grandiose, 30 000 personnes y habitaient. Au centre se trouvait côte à côte le temple d'Aton et le palais royal. Aton n'est pas une divinité comme les autres. C'est le seul dieu égyptien qui n'avait pas une apparence humaine ou animale. Les Égyptiens le représentaient sous la forme du disque solaire et de ses rayons. Dans la nouvelle religion, Aton est un dieu tout-puissant qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, et les humains ne peuvent accéder à lui que grâce au pharaon Akhenaton et à son épouse Néfertiti. Ainsi, le dieu, le roi et la reine forment une sorte de triade divine ou une sainte trinité. Cette foi nouvelle entraîne de nouvelles conceptions de la vie après la mort. Jusque-là, le défunt était jugé par Osiris avant de pouvoir accéder à l'au-delà. Désormais, le mort ne part plus dans l'au-delà. Il renaît le matin avec le soleil, puis il rejoint le couple royal dans le grand temple d'Aton où il reçoit des offrandes et participe au culte, et le soir il retourne dans sa tombe. Le sort du défunt ne dépend donc plus d'Osiris mais du pharaon, sorte de prophète et d'intermédiaire indispensable entre Dieu et les hommes. Grâce aux trouvailles archéologiques, on sait que le peuple égyptien continuait d'honorer et de vénérer
les dieux. La nouvelle religion était surtout pratiquée par les membres de l'élite. Cependant, la religion d'Akhenaton a eu une influence certaine sur le judaïsme. L'épouse principale d'Akhenaton, Néfertiti, est l'une des plus célèbres reines de l'Égypte pharaonique et elle a joué un rôle considérable aux côtés de son époux. Après la mort d'Akhenaton, elle devient régente et cherche à épouser un prince étranger. Plus aucune source ne mentionne son nom et on suppose qu'elle a été assassinée, elle, mais aussi son prétendant. Et l'ancienne religion est aussitôt rétablie par les prêtres. Et enfin, numéro 1. Issu d'une lignée de généraux qui sont devenus rois, il obtient très jeune des responsabilités militaires. Son père, Séti Ier, lui apprend tout ce qu'il devra savoir pour qu'il soit prêt le jour où il devra lui succéder sur le trône. En juin 1279 avant Jésus-Christ, il est sacré roi sous le nom de Ramsès II. C'est le 3e pharaon de la 19e dynastie. Débute alors le plus long règne de toute l'histoire pharaonique, un règne de 66 ans qui s'achève à sa mort alors qu'il est âgé de plus de 90 ans. Une longévité exceptionnelle pour l'époque. Le grand événement de son règne, c'est la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ, qui oppose les Égyptiens aux Hittites. À la tête d'une armée de 25 000 hommes, Ramsès II envahit le Proche-Orient pour s'emparer de plusieurs villes stratégiques. Mais il tombe dans un piège tendu par le roi des Hittites, qui a rassemblé une vaste coalition de 15 princes, 37 000 hommes et 3 500 chars de guerre. L'affrontement dure 2 jours. Les pertes sont lourdes dans les deux camps et l'issue est incertaine car tout le monde revendique la victoire. On peut supposer que la bataille s'achève sur une sorte de match nul, d'autant qu'une paix durable est signée peu de temps après. Et compte tenu des circonstances, l'embuscade et l'infériorité numérique des Égyptiens, on peut comprendre que Ramsès II nous parle de grandes victoires. Des récits très détaillés de la bataille de Kadesh sont sculptés sur d'innombrables monuments dans toute l'Égypte. On connaît même le nom des 2 chevaux qui tiraient le char du pharaon, Mout en paix et victoire d'Anteb. Ramsès II est un infatigable roi bâtisseur. Tout au long de son règne, des monuments surgissent de terre un peu partout en Égypte. Il fait notamment construire une nouvelle capitale dans le delta du Nil, qu'il nomme la Maison de Ramsès, et une dizaine de temples, en particulier le splendide temple d'Abou Simbel, creusé dans la roche, avec ses 4 statues de 20 mètres de haut en façade, qui représentent le roi assis coiffé de la double couronne. Ramsès II est le pharaon de tous les records. Une longévité exceptionnelle avec 66 ans de règne, une centaine d'enfants et au moins 8 épouses connues, dont 3 ou 4 étaient ses propres filles. Les pharaons épousaient leurs sœurs ou leurs filles pour préserver la pureté du sang royal. C'est le seul pharaon dont le nom est cité dans la Bible et on l'identifie souvent au pharaon de l'Exode des Hébreux, celui qui pourchasse Moïse dans le désert. L'autre nom de Ramsès, Ouser-Mahatré, a été transformé par les Grecs en Ozymandias, et ce nom a lui aussi traversé les âges sans jamais tomber dans l'oubli. Le poète anglais Percy Shelley lui a dédié un célèbre poème au début du XIXe siècle. Pour finir, dernier fait intéressant concernant Ramsès, ou plus précisément concernant sa momie. Attaquée par des champignons, elle fut envoyée en urgence à Paris dans les années 70, où elle fut sauvée par des scientifiques français. Les nombreuses analyses effectuées par les chercheurs ont révélé plusieurs informations qu'on ignorait jusqu'ici. Il souffrait d'une arthrite ankylosante très importante au niveau d'une hanche et d'une artériosclérose des membres inférieurs, ce qui fait qu'il était incapable de marcher pendant les 20 dernières années de son règne. Sa bouche était pleine d'abcès et de caries qui avaient rongé certaines de ses dents jusqu'à la racine. Il était très grand pour son époque, 1,75 m, alors que la moyenne en Égypte était d'1,60 m pour les hommes. Et ses cheveux étaient roux, la couleur du dieu Seth, ce qui était très inhabituel. Et oui, Ramsès II, c'est un Égyptien rouquin. Et voilà qui conclut ce top 5 sur les pharaons égyptiens. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Prenez soin de vous, restez curieux et à bientôt pour un nouveau top historique.